Bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette heure de présentation des masters de la faculté de santé de l'UPEC. Je me présente, je suis Florence Canouille-Poitrine. Je suis professeure de santé publique à l'UFR de santé et responsable du département master. Je vais faire une brève introduction et ensuite vous aurez le plaisir d'entendre plusieurs présentations qui vont vous balayer le M1, puis quelques M2 de cette offre de formation, avec entrecoupé une intervention sur les modalités pratiques de candidature. L'offre de master à l'UPEC est composée de 2 mentions de master. Donc, une mention, c'est un ensemble de parcours M1 et M2. Tout d'abord, une mention biologie santé et une mention santé. Donc, je ne vais pas détailler chacun des parcours. J'attire juste votre attention sur le fait que 2 parcours au sein de chacune des mentions sont intégrés dans l'école universitaire de recherche live et je vous renvoie pour la présentation de cette école universitaire de recherche à la présentation de 18 h. Donc, nous allons tout d'abord commencer par les modalités pratiques de candidature aux différents parcours. Et juste avant, je vais rapidement balayer les débouchés possibles de ces masters. Alors, tout d'abord, dans la mention biologie santé, au niveau Bac+5, les débouchés sont, comme vous voyez sur cette diapo, ingénieur d'analyse biomédicale, responsable qualité dans des entreprises de biotechnologie, ingénieur responsable qualité ou ingénieur de laboratoire dans des laboratoires de recherche académiques ou privés, ou chargé d'affaires réglementaires et bioéthiques au niveau juridique, pareil, dans des entreprises ou des laboratoires publics ou privés. Concernant la mention santé, vous pouvez vous insérer professionnellement comme ingénieur d'études de veille sanitaire, de sécurité sanitaire, dans le domaine de l'organisation des soins dans des établissements de santé, par exemple, dans le domaine de la politique de santé, dans des collectivités territoriales ou des agences, dans le domaine de la prévention, de la biostatistique ou de la recherche clinique, également dans l'industrie pharmaceutique ou des cabinets de conseil. Et puis également, vous insérer en tant que cadre supérieur pour les établissements sanitaires et sociaux ou les cabinets de conseil dans différentes collectivités territoriales ou agences de santé. Donc, je passe, et bien sûr, ces parcours de master ouvrent à des parcours de doctorat pour aller sur des métiers de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, je laisse la parole à la responsable administrative du département master et qui va vous faire un point sur les modalités de candidature et le calendrier. Donc, Sophie Mutel. Bonjour à tous, effectivement, je suis Sophie Mutel et responsable administrative du département master. Alors, les modalités de candidature au master se font toutes de façon dématérialisée. Vous pouvez y accéder à partir du site de l'UPEC. L'adresse, c'est e-candidat. Vous arriverez sur une application qui vous proposera de constituer un dossier et ensuite vous pourrez choisir les parcours auxquels vous souhaitez candidater. Et là seront détaillées toutes les pièces que vous devez fournir. Alors, en général, au minimum, vous devez fournir votre dernier diplôme, un CV, une lettre de motivation, voire d'autres pièces qui sont plus spécifiquement demandées par parcours. En ce qui concerne les calendriers de candidature, donc là, nous avons commencé. Pour les premières années de master, que ce soit le biologie santé, parcours scientifique, ça a commencé lundi, donc le 14 mars, et ça sera jusqu'au 15 mai. Pour le parcours gestion et recherche, gestion de projet et pratique professionnelle en ergothérapie, même date, mais là c'est un parcours très spécifique qui s'adresse exclusivement aux ergothérapeutes. Voilà. Ensuite, vous avez tous les parcours de deuxième année de master que je ne vais pas détailler un par un.
De façon générale, les candidatures ont commencé le 5 mars pour durer jusqu'à début juillet. Certains parcours ont d'autres dates, ce sont des mentions qui sont co-accréditées avec d'autres universités et donc nous avons mis des dates en commun avec les autres universités. Vous avez tout le détail de ces dates sur l'application e-candidat dans l'onglet offre de formation. Merci beaucoup, Sophie. Donc, je passe la parole maintenant au professeur Fouad Lavdil, qui est responsable du Master 1 Biologie Santé, qui va vous présenter le parcours. Merci, Florence. Bonjour à toutes et tous. Alors, donc, je suis professeur en physiologie et en immunologie à la Faculté des sciences et technologies et responsable du parcours scientifique à la faculté de santé. Alors, ce Master 1 que l'on a mis en place donc, vous permet une formation pluridisciplinaire qui est axée sur les fondements scientifiques de la recherche dans le domaine biomédical. Donc, nous avons la particularité d'avoir sur le site près de 500 collaborateurs avec plus de 8000 m² de laboratoire. Des laboratoires qui sont constitués en 3 départements, virus, immunité, cancer, neurosciences et psychiatrie et physiopathologie des maladies cardiovasculaires et respiratoires. Il y a également sur le site plusieurs plateformes de très grande technologie donc qui rassemblent l'imagerie cellulaire et tissulaire, la cytométrie de flux et de tricellulaire, la génomique, séquençage à haut débit et puis des plateformes pour tout ce qui est expérimentation animale. Nous avons également des partenariats avec des locaux tels que l'ENVA, le FS et le laboratoire CRED qui est localisé à la Faculté des sciences et technologies. Alors, ce master-là, là, je vous présente un petit peu la manière dont le master est constitué actuellement et je vous parlerai des modifications de ce master. Alors, au départ, nous avions donc une année commune qui rassemble donc des étudiants scientifiques de l'Université Paris-Est-Créteil, des étudiants qui ont validé leur M1 dans une autre université et d'autres étudiants qui ont pu obtenir également un M1 par validation d'enseignement. Cette année commune, elle permet une poursuite d'études, toujours à l'UPEC, sur différents parcours, M2, dont vous avez pu prendre connaissance. Je ne vais pas trop les détailler ici, mais les principaux, c'est donc le Master 2 de biologie tissulaire, biothérapie tissulaire, cellulaire et génique, dont le professeur Mario Lero vous parlera. Nous avons 2 masters d'immunologie, l'un qui est intitulé immunologie, M2 immunologie, et l'autre immunité anti-infectieuse et vaccins. Vous avez également la possibilité de poursuivre dans des masters en lien avec la bio-ingénierie, de la santé, et tout ce qui est physiopathologie, soit de la respiration, soit du cœur. Alors, globalement, ce master-là était organisé en 2 semestres de 30 CTS chacun. Le premier semestre, il existe des UE obligatoires avec la biologie moléculaire, la biologie cellulaire, l'excitabilité canalopathie, l'anglais et des travaux pratiques intégrés. Et puis, on donne le choix aux étudiants de suivre 3 UE optionnels parmi 9 proposés. Au second semestre, il y a 2 UE obligatoires, donc l'organogénèse et le stage en laboratoire, puis une 3e UE qui vient de voir le jour, qui est de la physiologie et processus physiopathologiques des grandes fonctions, dont je vous parlerai très rapidement. Et ensuite, donc, les étudiants ont le choix entre 6 UE optionnels de 3 ECTS parmi 12 proposés. Alors, ce master-là, donc pour des soucis de manière à améliorer la visibilité et l'orientation des étudiants, donc nous proposons une modification de ce master de la manière suivante. Donc, à partir de la rentrée 2023, ce master-là va être constitué d'un tronc commun dans lequel vous allez avoir de la biologie moléculaire, de la biologie cellulaire, de l'anglais, des travaux pratiques intégrés qui sont en fait, qui représentent un petit peu un mini-projet en laboratoire, les outils statistiques et de la biotechnologie cellulaire. Et ensuite, on vous propose donc des spécialités de parcours, donc soit un parcours immunologie, infectiologie, avec une UE obligatoire qui est donc l'immunologie fondamentale, soit un parcours
médecine moléculaire et thérapie innovante, dans lequel on vous propose donc une UE obligatoire qui est oncogénèse fondamentale. Et l'année suivante, donc, il y aura également un parcours bioinformatique qui vous sera proposé. Et enfin, pour terminer ce semestre, pour avoir vos 30 CTS, on vous propose de choisir une UE optionnelle parmi 6 qui sont proposées en option. Pour le second semestre, donc, sur la même configuration, vous allez avoir donc un tronc commun qui est constitué d'une UE de stage en laboratoire, une UE de physiologie et processus physiopathologiques des grandes fonctions, une UE de boîte à outils moléculaire, donc, qui vous propose d'avoir un panel de toutes les grandes technologies d'études de l'épigénomique et de la biologie moléculaire de manière générale, de l'histologie et méthodes d'analyse des tissus. Et ensuite, vous allez avoir donc des spécialités de parcours. Donc, pour le parcours immunologie, vous aurez donc l'immunologie fondamentale et une UE d'immunopathologie approfondie, associée également à une nouvelle UE qui va ouvrir, qui est une UE d'immunothérapie. Et pour le parcours médecine moléculaire, thérapie innovante, nous vous proposons donc des UE obligatoires, oncogénèse approfondie, le stress oxydatif et les voies de signalisation, et processus lésionnel et réparation tissulaire. Voilà. Et ensuite, vous avez le choix de 2 UE optionnels sur 5. Voilà, très brièvement, pour vous donner un petit peu une idée de ces UE nouvellement, qui constituent nouvellement notre master. Donc, l'UE de physiologie et physiopathologie des processus, des grandes fonctions. L'objectif, c'est de permettre de vous rappeler déjà les mécanismes physiologiques des grandes fonctions, dans un deuxième temps, de vous présenter des processus physiopathologiques et des maladies qui y sont associées. Et enfin, troisièmement, c'est de vous donner une idée des stratégies thérapeutiques actuellement proposées. Donc, le contenu, vous allez avoir l'occasion de voir un large panel des différents organes qui sont étudiés en médecine, donc tout ce qui est en lien avec le système nerveux, le rein, le système cardiovasculaire, la physiopathologie du foie et enfin la physiopathologie de la peau. Voilà, je vais passer très rapidement sur les UE qui vont être ouvertes à partir de la rentrée 2023, telles que l'immunothérapie. L'immunothérapie, donc, qui va englober un petit peu les différentes technologies récentes ainsi que les différentes maladies qui peuvent faire l'objet de ce type de thérapie. Alors, ce master-là va vous permettre de poursuivre sur l'UPEC en intégrant donc différents Master 2 que je vous ai présentés, avec notamment le Master 2 surveillance épidémiologique des maladies humaines et animales, qui est ouvert à tous les parcours. Et vous allez pouvoir également poursuivre en doctorat grâce aux différentes équipes qui sont sur le site, dont vous pouvez avoir le contenu sur notre site Internet. Voilà, donc en termes de débouchés, ce parcours M1, M2 va vous permettre de postuler à des postes de chef de produit, ingénieur, directeur d'études ou ingénieur en expérimentation animale, par exemple. Vous avez également la possibilité de poursuivre en tant qu'attaché de recherche clinique. Vous avez également la possibilité de poursuivre dans des fonctions académiques telles que enseignant-chercheur ou chercheur au CNRS, à l'INSERM. Également, un accès aux entreprises de recherche et développement en biotechnologie et dans d'autres champs, dans d'autres domaines qui peuvent être de la communication, du journalisme scientifique ou également tout ce qui est cadre technico-commercial. Voilà, donc ce master-là est géré par moi-même et Sophie Hu, et donc une maître de conférence qui nous a rejoint, Yamina Hama. Et voilà, je voudrais terminer en vous remerciant de votre attention et puis nous restons à votre disposition donc, pour toute information complémentaire. Donc, je vous laisse mon adresse mail. Vous pouvez me contacter sans aucune hésitation pour toute information complémentaire. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, donc après la porte d'entrée qui est le M1 biologie santé, on va maintenant passer en revue plusieurs M2. Et donc, je donne la parole en premier avec la présentation du Master 2 biothérapie cellulaire et génique au professeur Mario Olero qui va vous présenter le parcours BTCG. Merci. Je suis Mario Olero, je suis professeur de biologie moléculaire à la Faculté des sciences et technologies et je suis responsable de ce parcours que vous voyez sur la diapo maintenant, parcours biothérapie tissulaire cellulaire et génique. Alors, pour faire une présentation de ce parcours, c'est un parcours qui est co-accrédité par 3 universités. Il y a l'UPEC, mais il est co-accrédité aussi par l'Université Paris-Saclay, Évry, et par l'Université Paris-13 à Bobigny. Il y a par conséquent 3 lieux d'enseignement. La plupart des enseignements sont à l'UPEC, mais il y a certaines UE qui vont avoir lieu à Paris-13 pour le sous-parcours professionnel uniquement et 2 EQE à l'Université d'Évry. Et il est accessible en formation initiale et en formation continue. Et il existe aussi une convention avec le EFS qui va être responsable d'une des unités d'enseignement. Alors, c'est quoi les biothérapies? Ce sont des approches thérapeutiques qui sont basées sur l'utilisation des capacités naturelles de l'organisme. Ça, c'est la définition large. Après, ceci comprend les thérapies de substitution, les thérapies de régénération au niveau tissulaire, thérapie tissulaire au niveau cellulaire et au niveau génique, la thérapie génique. On peut inclure aussi les thérapies transfusionnelles en utilisant des composants du sang. Mais il ne faut pas oublier aussi des stratégies basées sur la stimulation ou la modulation du système immunitaire, c'est l'immunothérapie, qui est aussi abordée dans ce parcours. Au sens large, on peut aussi inclure des approches technologiques, le développement technologique associé à ces disciplines. Et c'est un parcours qui est basé sur la formation par la recherche. Ça inclut recherche fondamentale, recherche translationnelle et aussi recherche clinique. Alors, notre parcours accepte des étudiants d'origine et background très diverses. Il y a des biologistes, des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires et même d'autres disciplines en biotechnologie ou en biologie appliquée. Des étudiants qui sont, il y a beaucoup d'étudiants, de candidats qui sont internationaux. C'est un parcours qui est assuré en anglais. Donc, il y a beaucoup de candidats internationaux avec une formation Bac plus 4. Et en termes de prérequis, ce qu'on attend des candidats, c'est une formation importante de base en 3 disciplines, biologie cellulaire, biologie moléculaire et aussi immunologie. Donc, ce triangle est très important pour nous quand nous sommes en train de choisir les candidats. Alors, ça représente, ce que vous voyez, ceci représente les différentes disciplines du premier semestre. L'enseignement est divisé en 2 semestres. Un premier semestre qui est très court, en fait, c'est le mois de novembre et le mois de décembre. Il y a des médecins qui arrêtent fin octobre leur internat et qui rejoignent le parcours. Premier semestre limité à 2 mois. Et ce sont les disciplines. Comme vous voyez, il y a un tronc commun avec des aspects fondamentaux des biothérapies, modèles animaux, outils, et aussi des champs d'application des biothérapies. Ça inclut les thérapies géniques, la médecine régénératrice, notamment thérapie cellulaire et tissulaire, et aussi la biothérapie transfusionnelle. Et après, il y a des options pour les 2 sous-parcours, sous-parcours recherche et un sous-parcours professionnel. Alors, le sous-parcours professionnel présente des yeux à propos de la vie en industrie. C'est un sous-parcours, ces options sont assurées en français. Et pour le parcours recherche, tout est assuré en anglais. Ça inclut l'immunothérapie, une autre UE sur les techniques d'analyse à haut débit.
Et aussi, il y a une UE qui est commune aux deux sous-parcours. C'est optionnel pour le parcours recherche et obligatoire pour le parcours professionnel. C'est la recherche clinique dans le domaine des biothérapies. Elle est assurée aussi en français. Après, il y a d'autres disciplines, d'autres unités d'enseignement qui consistent à la présentation présentation orale de certains sujets par les étudiants. Le deuxième semestre, c'est le stage de laboratoire, 30 CTS, c'est 6 mois de stage et on donne une liste on donne aux étudiants une liste des projets de recherche, des projets de stage qui sont disponibles et les étudiants choisissent, sont censés trouver un stage parmi cette liste ou trouver par leurs propres moyens, trouver un laboratoire d'accueil pour le stage ailleurs. Alors, quelques points importants, c'est que les parcours, bien sûr, comme je vous ai dit, sont assurés, les enseignements sont assurés en anglais, sauf pour certains enseignements de parcours professionnels en français, et l'examen peut être fait en anglais ou en français. Pour les présentations aussi, il y a le choix en français ou en anglais. Il y a une partie théorique, comme je vous ai dit, novembre-décembre, et les examens sont en janvier à la fin de ce parcours, de ce petit semestre de 2 mois. La sélection d'étudiants, c'est entre mars et juin, et il y a via un candidat pour vous, mais il y a aussi des étudiants internationaux via Campus France, sauf selon le pays d'origine, ils peuvent postuler aussi via le candidat. Une présélection par dossier et un entretien avec le comité pédagogique pour certains dossiers. Et il y a un nombre maximum d'étudiants, 45 par an, 15 par université. Nous, on gère les candidats de l'UPEC et Pétresse et Paris-Saclay à leur propre système de candidature. Et je pense que je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mario pour cette présentation du M2BTCG. Je vais donc passer la parole maintenant au docteur Werther qui va vous présenter un Master 2 qui est assez récent et notamment dans sa formule actuelle, particulièrement récent, et donc qui porte sur l'immunité anti-infectieuse. Donc Paul-Louis, je te laisse. Bonjour à tous. Alors effectivement, je vais vous parler d'un Master 2 qui est organisé par Véronique Godot et qui, dans sa formule initiale, était essentiellement orienté vers l'immunologie. Mais effectivement, depuis 2 ans, on a également une partie de l'enseignement qui concerne l'infectiologie. Et c'est un Master 2 qui est, comme vous le voyez, destiné aux médecins, aux pharmaciens, mais également aux gens qui ont une formation scientifique. Je vous invite déjà à noter les adresses mail de Véronique Godot et de Claire Lafay qui pourront éventuellement répondre aux questions que vous pourriez avoir et auxquelles je ne pourrai éventuellement pas répondre. Vous voyez qu'il y a plusieurs personnes qui co-organisent cet enseignement, qui sont à la fois des infectiologues, mais aussi des microbiologistes spécialisés dans différentes disciplines comme la parasitologie, la mycologie, la bactériologie. Il y a également des virologues qui interviennent. Vous voyez qu'il y a des immunologistes, en plus des infectiologues, et également quelques spécialistes de la communication médicale. Alors, comme précédemment, ce Master 2, il y a une partie d'enseignement théorique qui est organisée sous la forme de 6 unités d'enseignement qui commencent en novembre pour une durée de 6 semaines. Il y a un enseignement par semaine. Et vous voyez qu'on commence avec la partie dont je suis responsable et qui concerne le diagnostic des maladies infectieuses et l'évolution de ce diagnostic, mais on y aborde également d'autres questions comme comment on classifie en microbiologie médicale les micro-organismes. On peut également parler des mécanismes d'action des antimicrobiens ainsi que des mécanismes de résistance qu'on trouve en microbiologie.
Ensuite, il y a d'autres enseignements qui concernent l'immunité, en particulier l'immunité spécifique contre les agents infectieux, également l'immunité mucosale. On parle également beaucoup de vaccins, puisque, comme je vous disais, c'était vraiment la structure initiale de ce Master 2. Et vous voyez qu'on y aborde également les développements précliniques et cliniques de ces vaccins, ainsi que l'acceptation dans la société de ces modalités de prévention. Alors, sur un plan un petit peu pratique, vous voyez qu'il y a une première partie de sélection, et évidemment, peuvent se proposer des médecins, des pharmaciens, et également des personnes qui ont une formation scientifique. Et évidemment, les critères de sélection s'effectuent sur la qualité des CV qui sont proposés, en particulier dans les domaines un petit peu comme précédemment de la microbiologie et de l'immunologie. Donc, c'est une formation qui permet d'obtenir un Master 2 et vous voyez que ça peut préparer à la fois des médecins, des pharmaciens et des scientifiques à poursuivre un cursus vers une thèse, mais ça peut également être une formation très utile pour les gens qui s'intéressent à l'industrie pharmaceutique et à tous les métiers de la santé. Sur un plan de l'organisation de ces masters, vous voyez qu'il y a, comme précédemment bien sûr, un premier semestre qui concerne en fait l'enseignement théorique avec 2 mois de cours au sein desquels vous avez 6 unités d'enseignement qui comptabilisent en tout 18 ECTS. Et ces ECTS s'obtiennent à la fois grâce à un examen théorique qui compte pour 70% de ces 18 ECTS, mais également un examen de continu qui compte pour 30% de la note. Et chaque responsable d'unité choisit les modalités de ces examens. À la fin, vous avez une présentation orale qui est faite par les étudiants en anglais, qui, pour cette année-là, va se produire très bientôt, puisque vous voyez que c'est en février de chaque année, et qui compte pour 12 ECTS. Et là, il est demandé à la personne inscrite de présenter en 8 minutes son projet de Master 2, avec donc un total de 12 ECTS, cette fois-ci 9 ECTS pour la présentation elle-même et les questions et la capacité du candidat à répondre aux questions, et 3 ECTS comptés pour l'anglais. Le deuxième semestre, c'est là encore le stage pratique de 6 mois qui compte pour 30 ECTS et pour lequel on évalue ce stage par l'évaluation d'un rapport écrit, mais également d'une présentation orale, toujours en anglais. Les 2 semestres, donc chacun, vous voyez, compte pour une note équivalente, et il est demandé donc aux gens qui participent d'avoir au moins 10 sur 20 à chacun des 2 semestres, sachant que ces 2 notes ne se compensent pas, c'est-à-dire qu'il faut avoir au moins 10 sur 20 pour chaque semestre. Le choix des stages, comme précédemment, soit c'est l'étudiant en Master 2 qui le trouve, et s'il n'a pas trouvé lui-même un stage, alors une liste de stages lui est proposée, parmi lesquels il peut choisir donc, le stage de son choix. Voilà, je vous remercie, je crois que c'est tout. Je passe au master suivant. Merci beaucoup, Paul-Louis. Donc, on va passer au master suivant, en effet, master d'immunologie. Et c'est le professeur Sophie Hu qui va vous présenter le master. Bonjour. Donc, le Master 2 d'immunologie, il est partagé avec le Master 2 avec l'Université Paris-Saclay, comme pour le Master 2 BTCG. Pour l'UPEC, on a la possibilité d'avoir 15 candidats, puisqu'il contient 30 étudiants. Et donc, il va, comme les autres masters qu'on vous a proposés, avoir une partie théorique qui dure au mois de novembre-décembre, puis une partie avec un stage qui est basé exactement sur le master que vient de vous présenter Paul-Louis Worter sur l'immunité anti-infectieuse et vaccinologie. C'est-à-dire que ce stage de 6 mois va être validé par
une présentation orale, on remet un rapport et vous aurez 3 notes à l'issue, une note sur votre rapport écrit, votre présentation orale et la réponse aux questions qui vaut pour, et il faut que vous ayez 10 au minimum. En dessous de 10, vous ne validez pas votre Master 2. C'est de la même manière et vous allez avoir 6 UE, mais la petite différence avec le master qu'on vous a présenté précédemment, c'est qu'il y a 4 unités d'enseignement qui sont obligatoires, qui sont notées ici, qui sont le développement du système immunitaire que je dirige, l'UE sur la transplantation qui est faite par le professeur Durbach, l'UE sur inflammation auto-immunité qui est faite par le professeur Xavier Mariette. Et ces 3 UE sont obligatoires. Et ensuite, vous allez pouvoir choisir au sein de 2 autres UE, c'est-à-dire l'inflammation et les infections bactériennes, qui est faite par Sylvie Chollet-Martin, qui travaille à Bichat, l'immunologie antivirale, donc là, que spécifique pour les virus, qui est dirigée par Taoufik, le professeur Taoufik, et la partie immunothérapie dans les cancers par le professeur Zitvogel. Vous allez avoir, avant ces 3 UE obligatoires, une UE de technologie, innovation en recherche, en immunologie, qui est plus pour vous pour vous familiariser avec les nouvelles technologies sur lesquelles vous n'êtes pas forcément au point. Cette UE, elle est destinée aux scientifiques, aux médecins, aux pharmaciens, aux dentistes et aux vétérinaires. Mais en pratique, plus de la moitié, ce sont des scientifiques et l'autre moitié viennent d'études médicales ou pharmacie. Donc, à la suite de ce M2, vous aurez un degré en immunologie. Et quand on regarde, parce que ça fait très longtemps qu'existe ce M2, pour les scientifiques, la plupart des scientifiques continuent en thèse de sciences après ce M2 et certains vont travailler dans l'industrie, mais ce n'est pas un M2 professionnalisant, il est vraiment plutôt destiné à faire de la recherche dans des systèmes académiques, niveau, si vous restez en M2, ingénieur d'études. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez contacter le professeur Véronique Godot ou le professeur Jean-Daniel Lielève qui répondra à toutes vos questions. Juste pour la sélection, il est bien entendu que vous devez avoir au niveau de votre Master 1 sélectionné des UE d'immunologie et que dans ces UE d'immunologie, vous devez avoir des notes plus que correctes pour prétendre à ce M2 d'immunologie. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Sophie. Et on va passer dans le domaine de la santé publique avec le docteur Rivière qui est vétérinaire et enseignant-chercheur à l'École nationale vétérinaire d'Alfort qui va vous présenter un Master 2 d'épidémiosurveillance des maladies humaines et animales. Alors, je vous demande juste une petite seconde. Je n'arrive pas à passer à la suite. Voilà. Bonjour à tous. Donc moi, en effet, je suis vétérinaire de formation et je suis enseignante donc, à l'École nationale vétérinaire d'Alfort en épidémiologie, zoonoses et tout ce qui est grandes maladies très importantes, contagieuses, réglementées par l'État. Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'un master qui est un petit peu à l'interface entre les santé animales et humaines, puisque, comme vous le voyez, on fait à la fois de l'épidémiologie et plus particulièrement de la surveillance, mais qui s'intéresse à la fois à la santé animale et la santé humaine. Juste en termes d'acronyme, vous voyez qu'on a utilisé à la fois l'acronyme SEMA et SMIA. C'est un master qui est en train de changer de nom. Donc, les deux correspondent au même master. Si vous voyez un acronyme ou un autre, ça correspond en fait à la même chose et à la même formation. C'est un master donc, qui est porté par plusieurs organismes partenaires. L'École nationale vétérinaire d'Alfort, le CIRAD, l'UPEC et l'Université Paris-Saclay.
En termes de contenu, donc on s'intéresse, comme je vous l'ai dit, à la fois à la santé, alors à l'épidémiologie, hein, l'étude des facteurs de santé à l'échelle vraiment populationnelle et des déterminants de ces facteurs de santé, à la fois dans le domaine de la santé humaine et animale, ce qui veut dire que d'un point de vue ouverture et candidature, globalement peuvent postuler à ce master à la fois des apprenants qui viennent du monde de la santé humaine, donc des médecins, des pharmaciens par exemple, des apprenants qui viennent du monde de la santé animale, des vétérinaires, hein, soit en formation initiale ou continue. On a également donc, des personnes qui suivent un parcours universitaire scientifique, donc qui ont suivi un Master 1 au préalable, ou on a également aussi régulièrement des apprenants qui viennent d'écoles d'ingénieurs, hein, par exemple des ingénieurs agronomes. C'est un master francophone, mais qui est ouvert donc à la fois à des apprenants français, et on a généralement à peu près la moitié de nos apprenants qui viennent de pays étrangers. Donc, on a un master qui est généralement très riche hein, d'un point de vue culturel et partage diversité un petit peu des expériences et des manières de faire dans les différents pays. D'un point de vue déroulé et contenu, c'est un master qui se déroule sur un an avec une partie dite théorique sur le premier semestre entre mi-septembre et mi-décembre et le stage ensuite de 6 mois entre janvier et juin. Une particularité, c'est que la partie théorique se fait sur 2 sites différents. Donc, il y a à peu près 1 mois et demi à l'École nationale vétérinaire d'Alfort et puis un gros mois au CIRAD à Montpellier. Et ensuite, vous avez le choix entre 2 options qui se déroulent, donc soit à l'ENVA, soit au CIRAD. En termes de contenu, on a plusieurs unités d'enseignement, dont une qui permet de se mettre un petit peu à jour hein, tous sur des rappels en épidémiologie. Donc ça concerne à la fois la santé animale et humaine. Hein. L'épidémiologie, globalement, on peut l'appliquer aux différents types de santé. Ensuite, il y a un module qui vous permet d'acquérir des compétences sur la manière de réaliser des enquêtes descriptives en épidémiologie, donc notamment comment constituer une enquête, la mener et aller jusqu'à l'interprétation et la présentation des résultats. On a ensuite une UE qui permet d'aller vraiment acquérir des compétences sur des outils et méthodes appliqués à l'épidémiologie. Donc, je vous ai mis des exemples, hein, je ne vais pas tout citer, mais modélisation, approche bayésienne, analyse de survie, série chronologique, par exemple. Là aussi, hein, on prend des exemples à la fois en santé animale et humaine. Et on a un module un petit peu plus spécifique orienté santé humaine, donc notamment un petit peu One Health, hein, épidémiosurveillance en santé publique, avec là quelques maladies spécifiques santé humaine et quelques maladies zoonotiques, donc à l'interface vraiment entre les santé animales et humaines. Et ensuite, donc 2 modules, là, les UE 5 et 6 qui se déroulent au CIRAD à Montpellier, qui vous permettent d'acquérir vraiment des compétences en surveillance épidémiologique. Donc, qu'est-ce qu'un réseau de surveillance, comment l'animer, comment le gérer, comment l'évaluer et comment aussi analyser les données issues de protocoles de surveillance. Et puis, vous avez une semaine entière dédiée justement à la gestion des données appliquées à l'épidémiosurveillance. Vous avez le choix entre 2 options, donc une option qui porte sur l'analyse de risque et l'autre sur les systèmes d'information géographique, donc tout ce qui tourne autour de la cartographie. En termes de déroulé sur ces modules-là, globalement, il y a un petit peu de cours magistraux, mais beaucoup de TD et d'interactivité. Donc, c'est une formation qui se fait en présentiel à temps plein. Il n'est pas possible d'avoir une activité autre à côté. On vous demande vraiment d'être présent. Par contre, il est possible de l'organiser sur 2 ans, si nécessaire, avec une partie théorique la première année et la partie stage la deuxième année. Pour ce qui concerne le stage, donc vous devez normalement l'effectuer dans un laboratoire de recherche et vous pouvez là exercer différentes missions, hein, participer à une étude épidémiologique, analyser une base de données complexe, analyser ou évaluer un réseau de surveillance épidémiologique. Et le stage, du coup, peut être choisi dans les domaines de la santé animale, humaine ou même végétale, si vous voulez. Hein, l'épidémiologie, on peut faire aussi l'épidémiologie végétale. Et donc, vous pouvez le dérouler en France ou à l'étranger. Quelques exemples juste en dessous, je ne vais pas trop les détailler, mais vous voyez que dans les derniers stages qui ont été faits, il y en a qui sont vraiment spécifiquement santé humaine ou à l'interface entre les santé animales et humaines, hein, pour le deuxième exemple sur les zoonoses, ou encore le dernier qui est vraiment spécifique sur l'analyse d'une thématique de santé animale liée à la rage. En termes de débouchés, c'est un master professionnalisant, mais qui permet aussi de pouvoir avoir des débouchés en recherche. Donc, d'un point de vue professionnel, vous pouvez ensuite avoir des débouchés en santé humaine ou animale, par exemple comme animateur de réseau de surveillance. Je vous ai mis plein d'illustrations, hein, je vous laisse chercher si ça vous intéresse, ou comme gestionnaire du risque sanitaire, participer aux politiques de lutte, hein, à l'échelle
collective, locale, nationale, voire même européenne. Et d'un point de vue recherche, donc vous pouvez intégrer des équipes de recherche soit directement en tant qu'ingénieur de recherche, soit en poursuivant par une thèse d'université, comme ce qui a déjà été évoqué pour d'autres masters. Pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à aller voir des interviews qu'on a fait d'anciens du master qui vous expliquent un petit peu leur expérience et justement ce qu'ils ont retenu un petit peu de ce master en termes d'apport, que ce soit sur la partie One Health, le déroulé, ou ce que ça leur a permis de faire par la suite en termes de métier. Et enfin, là, je vous mets juste une diapo pour que vous ayez un petit peu tous les contacts nécessaires si besoin. Si vous avez besoin de renseignements, surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup, Julie. On va rester dans le domaine de la santé publique avec une autre offre de Master 2 qui est en termes de construction similaire à ce que vous a présenté Julie et en termes de thématiques un petit peu différents. C'est le Master 2 recherche en santé publique de la mention santé qui est porté conjointement par Paris-Saclay et l'UPEC. Et dans ce Master 2, il y a 3 options, une option épidémiologie, une option organisation des soins et une option recherche clinique. Et c'est cette 3e option recherche clinique qui est portée particulièrement par l'UPEC. Et en particulier Étienne Audureau qui s'occupe de ce parcours. Donc, à la différence du Master 2 précédent, qui était axé sur les méthodes, les enjeux et les techniques d'enquête en épidémiosurveillance, même si dans les 2 masters, vous apprenez les méthodes d'épidémiologie globale et d'analyse statistique et d'interprétation. Là, vous aurez un focus plus particulier sur la recherche clinique, c'est-à-dire qu'on va partir moins de la population générale, mais plus des populations de patients, avec des modules spécifiques sur le diagnostic, le pronostic des pathologies, les méthodes pour évaluer des tests diagnostiques et une évaluation pronostique, les essais cliniques, l'évaluation des pratiques médicales, et puis des modules communs aux 3 options, épidémiologie et organisation des soins, que sont la démarche statistique, les données censurées, l'épidémiologie quantitative, les différents modèles qui sont des outils pour analyser n'importe quelle base de données plus ou moins complexe, et puis des modules additionnels en fonction de vos envies. C'est un Master 2 qui est plus recherche, même si vous pouvez, comme le Master 2 précédent, à la fois vous insérer professionnellement dans le monde, dans le système de santé publique français, privé ou public, directement après le Master 2, mais c'est vrai qu'il est plus axé sur la recherche. Il est ouvert à des étudiants scientifiques qui ont un M1 pas forcément complet en santé publique, et c'est vrai d'ailleurs pour le M2 précédent, mais qui ont un bagage suffisant, c'est-à-dire au moins une UE et des résultats corrects en statistique et en épidémiologie. L'organisation de la formation, elle est un peu similaire à ce que vous a présenté Julie juste avant. C'est à temps plein sur une année universitaire, avec un enseignement théorique complet de octobre à janvier, et puis ensuite une formation par la recherche qui est assurée par un stage en laboratoire de recherche épidémiologique entre janvier et fin juin. Et une possibilité de faire le Master 2 sur 2 ans est possible pour ceux qui ont une activité à côté. Je vais maintenant passer la parole à notre dernier porteur de Master 2, qui est le docteur Hédé,
qui va vous présenter le parcours gestion des risques associés aux soins également dans la mention santé pour terminer, et ce Master 2 existait déjà, mais c'est une reprise de responsabilité pour ce Master 2. Donc, il va y avoir des petits changements pour l'année prochaine dans ce Master 2. Donc, Mathieu. Oui, bonjour à tous, bonjour Florence, merci de me donner l'occasion de parler de ce master. Donc en effet, je suis urgentiste au SAMU 94 et aux urgences de l'hôpital Henri Mondor et je coordonne ce master 2 de gestion des risques associés aux soins. Alors ce master a deux grands objectifs, pas 1 et 1 mais bien 1 et 2. C'est d'abord de former les coordonnateurs de la gestion des risques associés aux soins, gestion des risques qui est rendue obligatoire par un décret de 2010 relatif à la lutte contre les événements indésirables associés aux soins dans les établissements de santé. Et puis, bien sûr, former les professionnels de santé, mais pas que, c'est-à-dire professionnels de santé au sens large du terme, au concept et à la méthodologie de la gestion des risques associés aux soins. Alors, il y a évidemment plusieurs compétences visées. Il y a d'abord se familiariser avec l'épidémiologie des risques associés aux soins, savoir où et quand cela survienne, de quel type ils sont, etc. En deuxième temps, les méthodes de mesure de la qualité et de la sécurité, puisque si on parle de risques associés aux soins, on parle aussi et avant tout de qualité et donc de sécurité. On va évidemment viser à obtenir une compétence d'analyse d'un processus de soins si on veut venir à coordonner la gestion des risques dans un établissement de santé. Il va falloir aussi qu'on soit très conscient du type de facteurs du risque, que ce soit les facteurs humains du risque ou les facteurs système. On va développer aussi les méthodes d'analyse du risque, qui est très différente de l'analyse du processus de soins, l'analyse du risque en lui-même. Et puis, on va se familiariser et enfin maîtriser les outils de la gestion du risque. Alors, le public pour ce master, évidemment, il y a d'abord de la formation initiale. On va autoriser l'inscription, bien sûr, aux gens qui ont un M1 sciences technologies de la santé, sciences et techniques de la santé, parcours sciences de la vie ou santé ingénierie. Et puis, surtout, puisqu'on vise à former des gestionnaires, des managers, eh bien, on va ouvrir la formation continue. Les soignants, au sens large, comme on en a parlé tout à l'heure, à savoir tous ceux qui gèrent du soin et donc gèrent du risque dans les soins, les médecins, les infirmiers, par exemple, les cadres, mais aussi les directeurs d'établissement, les managers du risque et les ingénieurs du risque. Les débouchés, on l'a dit tout à l'heure, c'est la coordination de la gestion des risques associés aux soins et le référent ou la référente de la gestion des risques dans un établissement ou dans une tutelle. Le programme se divise en 7 UE de la mi-septembre, fin septembre jusqu'à janvier. D'abord, ces UE vont viser à obtenir les compétences visées dont on a parlé tout à l'heure. Donc, il y a une UE épidémiologie, une UE qualité et sécurité, une UE processus de soins et les risques spécifiques. Par exemple, les risques en chirurgie, en anesthésie, en gériatrie, en pédiatrie, en médecine d'urgence, etc. Les facteurs de risque humains et système avec l'intervention d'enseignants divers et variés, notamment de l'aéronautique, de la sécurité, de la police, des choses comme ça. Une UE méthode d'analyse, une UE outils et méthodes dont on a parlé et une UE responsabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? La gestion du risque et quelles sont les responsabilités afférentes. Enfin, à partir de février jusqu'à juin, un stage dans une unité de gestion des risques d'un établissement de santé est demandé ou dans un laboratoire qui fait de la gestion de risques ou qui se spécialise dans les risques en santé et qui se conclut par la remise d'un mémoire et une soutenance très brève pour présenter le travail. Alors, les points forts de cette formation et de ce M2,
j'en ai parlé un petit peu précédemment. C'est d'abord une approche pluridisciplinaire, hein, puisque les étudiants ne sont pas d'un seul horizon, mais de plusieurs horizons différents. Et on leur fait travailler de l'ingénierie, des facteurs humains, de l'aéronautique, etc., avec de la gestion des flux et du suivi statistique, par exemple. La diversité pédagogique est quelque chose qui nous tient à cœur, puisqu'en plus des cours, on fait des travaux dirigés, des travaux pratiques et un stage avec un mémoire. Et puis, je crois que le point fort, le vrai point fort, de cet enseignement, c'est que l'équipe enseignante est extrêmement diversifiée avec toutes les organisations humaines qui maîtrisent, qui analysent, qui gèrent le risque et tous les processus de soins, y compris l'ambulatoire, l'hospitalisation à domicile, les soins primaires et les soins critiques. Merci beaucoup. Et je crois qu'on est arrivé au bout. Oui. Merci beaucoup, Mathieu. Alors, on a tout de suite une première question, puisqu'on passe à la partie questions-réponses, et donc on va te garder, puisque la première question te concerne. Donc, on a la première question de Pablo qui demande « Que faut-il faire avant pour accéder à ce M2 ?» Alors, merci pour cette question, Pablo. Il y a une petite diapo qu'on a passée peut-être un peu rapidement, mais globalement, pour accéder à ce M2, il faut avoir fait d'abord un M1 dans l'idéal, un M1 qui traite de la santé, de l'ingénierie de la santé, sciences de la vie, quelque chose qui forme les étudiants au système de soins, à la structuration du système de santé, à la biologie, à la santé. Voilà. Et puis, ça, c'est pour la formation initiale. Et la formation continue, eh bien, c'est tous ceux qui traitent de ce sujet ou qui ont traité de ce sujet dans leur activité professionnelle. Les cadres de santé, les médecins qui veulent se former à la gestion des risques, les ingénieurs qualité, les ingénieurs des risques, les directeurs d'hôpitaux et les responsables de structures de soins qui sont intéressés par tout ça. Est-ce qu'on peut dire, Mathieu, que quelqu'un qui aurait fait un master biologie santé et qui veut se réorienter vers toujours dans le domaine de la santé, mais plus dans le domaine de la santé publique au sens large, et qui aurait fait une UE dans le M1 de biologie santé, peut-être d'épidémiologie, avec une forte motivation et un projet bien construit, pourrait candidater pour aller dans le master que tu proposes? Oui, sans aucun problème, c'est tout à fait possible. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les projets professionnels. Donc, c'est-à-dire qu'il nous faut des gens avant tout motivés et qui ont un certain bagage. Donc, une UE de santé publique, comme tu l'as dit, Florence, en effet, ça fonctionne bien, mais surtout qu'on a un vrai projet professionnel. Voilà, c'est ça qui est le cœur de la sélection. Très bien, merci. Alors, merci beaucoup. Donc, je passe à la question de Léa qui demande, dans la liste des masters de la faculté proposée, il y avait aussi parcours neurosciences du mouvement, sciences chirurgicales et toxicologie. Alors, effectivement, ces trois parcours sont bien proposés par la faculté de santé de l'UPEC. Alors, le parcours sciences chirurgicales est exclusivement dédié aux internes et aux chirurgiens, donc aux internes de chirurgie et aux chirurgiens. Donc, c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui, puisque c'est un parcours extrêmement particulier. Mais s'il y a des internes de chirurgie ou chirurgiens parmi vous, vous pouvez tout à fait contacter Sophie Mutel, la responsable administrative, qui vous donnera les renseignements. Alors, le parcours neurosciences du mouvement, également proposé par la faculté. C'est un parcours qui est principalement destiné à des paramédicaux ou des médecins
du monde de la rééducation et de la réadaptation, donc des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, des médecins de rééducation fonctionnelle. C'est pour ça aussi qu'on n'en a pas parlé. Je pense qu'il peut tout à fait être ouvert à des scientifiques qui ont un bagage en biomécanique ou en sciences du mouvement. Et donc, les responsables ne pouvaient pas être aujourd'hui présents. Donc, je vous invite également à envoyer un mail à Sophie Mutel si ce parcours ou alors ce parcours vous intéresse, ou alors au responsable du parcours, le professeur Graciès. Et pour le master biologie toxicologie, nous n'en avons pas parlé. Il est effectivement proposé par dans la mention biologie santé, mais en fait il est présenté également à la faculté des sciences, donc ça faisait un petit peu doublon. Et en plus, pour accéder à ce parcours toxicologie, il faut quand même un certain bagage justement en toxicologie. Et donc je vous invite, pour ceux que ça intéresse, à contacter directement le professeur Perron, Jean-Claude Perron, qui travaille au CHIC et qui est le responsable sur la faculté du master. Donc, Capucine demande, pour accéder à un Master 2 de neurosciences, le M1 de biologie santé suffit-il? Alors, aujourd'hui, nous n'avons pas de Master 2 de neurosciences à proprement parler à la faculté. Nous avons uniquement le Master 2 de neurosciences du mouvement, mais comme on l'a dit préalablement, c'est un master qui est plutôt sur l'étude du mouvement, avec un aspect très translationnel et clinique, plutôt qu'un master de neurosciences fondamentales. Mais oui, a priori, le M1 biologie santé suffit pour candidater à un Master 2 de neurosciences, puisque vous balayez l'ensemble des UE fondamentales de biologie. Je dis ça sous le contrôle du professeur Lavdil. Donc, question de Myriam, faut-il avoir combien de moyenne générale pour accéder au M1 biologie santé, s'il vous plaît? Donc là, je pense que vous parlez des notes de L3. Je vais peut-être laisser le professeur Lavdil répondre à cette question spécifique. Donc, note de L3, santé ou biologie. Alors, les critères de sélection, évidemment, les notes comptent, mais on ne se base pas sur une moyenne à avoir pour pouvoir accéder à ce master. Donc, il y a plusieurs conditions qui entrent en compte dans cette sélection. C'est le parcours global, de la L1 jusqu'à la L3. Donc, et on regarde un petit peu les moyennes que vous avez obtenues dans les UE fondamentales, c'est-à-dire biologie cellulaire, la biologie moléculaire, l'immunologie, si vous avez suivi cette UE d'immunologie. Et également, nous sommes très intéressés par votre parcours professionnel. Donc, votre projet professionnel. Donc, on porte une très grande attention sur votre lettre de motivation et sur votre CV. Donc, ça nous permet aussi de vous accompagner. Donc, si vous n'avez pas postulé pour les bons parcours, ça nous permet aussi de discuter avec vous et de vous réorienter. Voilà. Et je pense qu'il y a donc il y a une petite incompréhension de la part de certains. En fait, pour ceux qui sont en L2 aujourd'hui, il est beaucoup trop tôt pour candidater pour le M1. Donc, vous candidaterez en L3, c'est-à-dire finissez votre L2 tranquillement, faites votre L3, que ce soit à la faculté des sciences, à la faculté de santé ou dans d'autres UFR de l'UPEC ou ailleurs, et revenez nous voir en mars prochain pour candidater à un M1. Alors, pour le master immunité anti-infectieuse vaccin, les cours ne sont qu'en anglais. Alors, je me tourne vers Paul-Louis. Est-ce que tu sais si les cours du master immunité anti-infectieuse ne sont qu'en anglais ou si c'est un mixte? C'est en anglais, il me semble. Tout est en anglais a priori, mais pour avoir la certitude, il vaut mieux. C'est quasiment sûr que tout est en anglais. Alors,
Bonjour, je voudrais savoir ce qu'il en est pour les masters de physiopathologie du cœur ou encore de la respiration. Alors, merci pour cette question. On est désolé, mais les responsables de ces deux parcours, physiopathologie, cœur et respiration, ne sont pas présents. Donc, je vous invite à transmettre vos questions pour le physiopathologie respiratoire au docteur Laurent Boyer, donc, qui est responsable et qui se fera un plaisir de vous répondre. Ce que je peux vous dire, c'est que ces deux masters accueillent des étudiants scientifiques et des étudiants médecins, enfin internes ou étudiants en médecine, mais que les étudiants scientifiques sont très bienvenus, que évidemment c'est logique, on s'attend à ce qu'il y ait des compétences acquises en M1 en biologie, mais également en physiopathologie. Et c'est d'ailleurs l'objectif de cette UE de physiopathologie qui a été montée par le professeur Lavtil l'année dernière. Pour le physiopathologie cardiaque, je vous invite à contacter le professeur Gallet, qui est responsable de ce parcours. Bijan Gallet. Est-il possible de faire le master en biologie santé en travaillant et quelles sont les modalités dérogatoires, formation continue? Je te laisse répondre, Fouad, également. Ah oui. Alors effectivement, nous n'avons pas eu de cas, pas énormément de cas dans cette situation-là, mais évidemment, il existe des régimes dérogatoires et des contrats pédagogiques que l'on peut sur 2 ans, donc, voilà, sur 2 ans, c'est tout à fait envisageable. Absolument. Alors, peut-on... bonjour, un redoublement à L1 ou des rattrapages peuvent-ils nous pénaliser pour la sélection en M1 biologie santé? Alors, bien sûr que votre parcours académique est important, mais non, on ne peut pas dire que ça va vous pénaliser. Ce qui est important, c'est on va regarder votre trajectoire dans sa globalité et on va pas fermer la porte du fait d'un redoublement en L1 ou d'une session 2. Ça dépend vraiment de la pression de sélection globale l'année N et puis de votre motivation, de votre projet et des efforts que vous avez faits pour arriver jusque-là. Le M2 immunologie se fait-il en 1 an ou est-ce possible en 2 ans? Alors malheureusement, le professeur Sophie a dû nous quitter, mais je pense que c'est tout à fait possible en 2 ans. Il faudra bien vérifier auprès du professeur Godot, comme indiqué sur la diapositive, mais la plupart des M2 maintenant sont faisables en 2 ans avec la partie théorique 1 année, la partie stage 1 autre année. Souvent, c'est le plus souvent ce qui se fait, mais ça peut être, pour tout ce qu'on vous a présenté, ça peut être d'autres modalités. Comment s'organise le M2 sur 2 ans? Je pense que j'ai répondu. Voilà, en général, c'est partie théorique la première année et partie stage et mémoire soutenance la 2e année. Qui peut envisager de candidater dans le master biologie santé parcours sciences chirurgicales? Encore une fois, je pense que c'est exclusivement ou quasi exclusivement des chirurgiens, mais peut-être qu'il y a quelques autres débouchés, donc je vous invite à candidater, à poser la question à Sophie Mutel, mais c'est essentiellement des internes de chirurgie. Combien d'élèves pour chaque master sont-ils acceptés? C'est très variable, mais on a évidemment beaucoup plus de places en M1 qu'en M2. Le M1, on va être sur le M1 biologie santé, on va être sur une 60aine de places, peut-être un petit peu plus à partir de la rentrée 2023. Et jusqu'à présent, on était sur une 20aine, 30aine de places, donc ça va être encore l'année prochaine. Et puis après, on va être sur plutôt 60-70 places pour accueillir les sortants de L3 santé et leur permettre une poursuite d'études dans ce M1. Et puis dans les M2, c'est variable, mais souvent c'est une quinzaine à parfois 30 étudiants. Ça dépend des M2, mais comme vous avez vu, il y a beaucoup de projets de stage avec des accompagnements à et par la recherche, donc c'est des plus petits groupes. Y a-t-il une gratification de stage en ce qui concerne le stage de 6 mois? Oui, c'est obligatoire. La gratification de stage est obligatoire en France
pour tout étudiant qui est dans une structure publique ou privée. Et cette gratification a été revalorisée de l'ordre de 500 € mensuels. C'est peut-être un peu plus. 515-30 € mensuels, et c'est obligatoire pour des stages au-delà de 2 mois. Alors oui, Ami, je vous confirme que quelqu'un qui a redoublé sa L2, L1 et sa L2 a encore ses chances pour la sélection en M1, sachant qu'elle a réussi sa L3. Je vous confirme. Ce n'est pas parce qu'on a redoublé à un moment qu'on ne peut pas avoir une poursuite d'études remplie de succès. Est-ce que j'ai tout répondu ? Voilà, on va peut-être pas déborder trop sur 18 heures. Après, vous avez d'autres conférences et notamment, je vous invite à écouter la conférence sur l'école universitaire de recherche, qui est un parcours intégré de master puis de doctorat, sans obligation forcément de suivre en doctorat, et qui propose des modules additionnels de formation à la vulnérabilité en santé. Oui, je peux redonner le mail de Véronique Godot, donc c'est véronique.godot, godot@u-pec.fr. C'était le Gmail qui avait été donné sur le diapo. Ou Gmail qui avait été donné sur la diapo. On aura bien le diaporama. Oui, le diaporama a été enregistré et les diapos vont être diffusés sur Crystolink demain après-midi, me dit la grande organisatrice de CJPO, Madame Koulibaly, que je remercie pour cette organisation, et surtout je remercie notre assistant de communication Thomas Miralles et tous les intervenants qui ont bien voulu répondre à vos questions. On est à votre disposition pour des questions plus individuelles. On vous remercie. Au revoir.